Mesdames et messieurs les anciens combattants, résistants, anciens prisonniers, mesdames et messieurs, chers jeunes, chers accompagnateurs, triest, dames en heren, oud-strijders en oud-gevangenen en weerstanders, dames en heren, beste jongeren en leerkrachten. Le 8 mai 1945, à 15 heures précises, les sirènes et les cloches de toutes les églises annonçaient la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Vanmorgen hebben we, rond het graf van de onbekende soldaat, die dag gedacht. We hebben hulde gebracht aan diegenen die het leven lieten in de strijd voor onze vrijheid. Het verheugt me dat u hier zo talrijk bent. En ik wil u ook expliciet danken voor uw aanwezigheid. Dank aan diegenen die gevochten hebben tegen de dictatuur en vreedheden, die mensonwaardige behandelingen hebben moeten doorstaan, die hun vrienden hebben zien sterven, die hun leven op het spel gezet hebben om het bezette land te bevrijden of vervolgde medemensen te redden. U alleen wil ik van harte danken voor de offers die u bracht voor de volgende génératies. Et bienvenue aux jeunes si nombreux ici aujourd'hui. Merci pour votre présence. Merci à vos enseignants de vous avoir guidés jusqu'ici. Pour la plupart d'entre vous, cette terrible guerre qui a ravagé l'Europe et d'autres parties du monde ne représente peut-être que quelques pages dans un manuel d'histoire, avec des photos et des chiffres qui représentent des millions de victimes. Peut-être avez-vous entendu raconter par votre grand-père, votre grand-mère, enfant à l'époque, la peur, le prisonnier absent, le manque de nourriture, les bombardements, les copains de classe déportés disparus sans laisser de traces. De la même façon que moi j'ai entendu par mes parents qui étaient enfants, adolescents au moment de la guerre, tous ces témoignages, puisque je n'ai pas connu mes grands-parents. Pour vous, ici, heureusement, tout cela appartient à l'histoire. Mais bientôt, aujourd'hui, la liberté est votre responsabilité. Contribuez de votre mieux à notre société libre et démocratique, en un mot, la préserver. Sur les ruines du totalitarisme et de la haine, l'Europe se bâtira plus stable, plus unie, plus consciente d'égalité sociale, plus pacifique que jamais. Cette vision de l'Europe et du monde, c'est la génération des anciens combattants et résistants et prisonniers qui l'ont rendue possible par leur combat, par leur engagement. Mais la paix, la liberté, la tolérance ne sont jamais acquises une fois pour toutes. Comme le président français Raymond Poincaré le soulignait il y a près d'un siècle, la paix est une création continue. Aujourd'hui, des attentats terroristes s'attaquent aux valeurs mêmes que vous avez défendues au péril de votre vie il y a 70 ans. La démocratie, la liberté, la tolérance et l'égalité de tous les êtres humains, quelles que soient leurs convictions ou leur religion. Nous devons résolument défendre nos libertés et nos droits fondamentaux, dont vous savez mieux que quiconque, mieux que personne à quel point ils sont fragiles. Freedom is not free. Vrijheid heeft een prijs. Miljoenen mannen en vrouwen hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog voor die vrijheid de hoogste prijs betaald. Zij gaven er hun leven voor. Talloze anderen betaalden ook een hoge prijs, maar konden overleven. Sommige van hen zijn vandaag onder ons. Ik ben zeer trots en zeer erkentelijk dat 2 onder hen vandaag hier zullen getuigen. Meneer Roger Kuckelbergs et bien sûr mon très estimé collègue, Monsieur Jacques Brotchi, sénateur. Monsieur Kuckelbergs, quand notre pays a été occupé et notre société menacée, vous avez choisi de vous battre pour la liberté. Par votre engagement personnel, vous avez contribué à inverser la machine de l'horreur. Monsieur Brotchi, cher Jacques, vous avez été un enfant caché, tu as été un enfant caché durant la guerre. Avec tes parents juifs, tu as été accueilli pendant 2 ans et demi dans une famille modeste de la région liégeoise.
et tu lui as encore rendu hommage récemment. De tout cœur, je remercie nos deux témoins et à travers vous tous, vos collègues, d'être venus pour passer aux générations futures la conscience des valeurs dont notre société ne peut se passer si elle veut se continuer libre, si elle veut se continuer prospère. Je crois, j'espère en tout cas, que les jeunes, ne l'oublieront pas. Je donne maintenant la parole à M. Olivier van der Wilt, ancien conservateur au Mémorial national du fort de Brendonk, qui sera notre modérateur pour cette commémoration. Dank u voor uw aandacht en ik wens u alle een prachtig, interessant en spannend namiddag. Voilà, bonjour à tous et toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Goedemiddag jullie allemaal. Ik hoop dat jullie horen mij redelijk goed. Dus ik zal het kort in leiding houden vandaag met als thema het verzet. Donc en fait l'idée aujourd'hui est simplement en ce jour de commémoration du 8 mai, d'introduire l'après-midi par, je vous rassure, un court exposé de ma part sur la notion de résistance. Alors en fait, la résistance s'axe sur deux valeurs plus ou moins fondamentales. La première, c'est l'antifascisme évidemment. Donc je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler ce qu'est le fascisme, né en 1922 en Italie, la marche Rome, Mussolini, Hitler 1933, prise de pouvoir. Et il est clair que la résistance a un caractère par définition antifasciste. Elle veut supprimer cet état totalitaire qui se met en place à travers toute l'Europe et qui la menace bien évidemment. Een tweede waarde natuurlijk, een tweede fundamentele waarde is natuurlijk de patriotisme. Het is natuurlijk vandaag de dag minder van toepassing misschien, maar toch in deze jaren was de patriotisme een zeer belangrijke waarde. Men ging in het leger, men ging in het verzet om zijn eigen land te verdedigen tegen die aanval, tegen de Duitse bezetting, tegen de nazi-bezetting, bien sûr. Il y avait d'autres valeurs qu'on pouvait ajouter, bien évidemment. L'anglophilie, l'Angleterre était elle aussi menacée, bien évidemment, par le nazisme. Le désir à tout prix de préserver sa liberté. Le fait de vouloir la justice. Il est bien clair que les régimes totalitaires nazis, aussi bien que fascistes, n'avaient en aucun cas de visée démocratique, les notions de solidarité, une notion qu'il ne faut pas oublier, bon, nous sommes évidemment 75 ans après le conflit, c'est la germanophobie. Il ne faut pas oublier, men kan ook natuurlijk niet vergeten dat in 1940, zelf in 1930, wij zijn eindelijk enkele jaren na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het is nog een trauma in de Belgische bevolking. De aanval van België in 1914 was alles behalve een partie plezier, als ik kan het zo zeggen. En dus voor de meeste van de Belgen die opgevoed werden tijdens de Tweede Wereldoorlog, tijdens een interbellum, de Germaanse, die waren nog les Boches. Dat waren nog de vijanden en dus de terugkeer van die vijanden was onmogelijk, ondenkbaar en de meeste van de mensen kwamen daarna in het verzet om hun land te verdedigen. Quelques facteurs d'évolution, l'opération Barbarossa, donc au-delà de ces gens qui s'engagent par goût de la démocratie, par goût de la liberté, par désir antifasciste, par anglophilie, quelles que soient les raisons, ben, la guerre va amener évidemment encore tout un lot de justifications, si tant est si bien qu'il faille des justifications pour se battre contre le fascisme, ça va de soi je pense. Néanmoins, l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'invasion de l'URSS par les troupes nazies, va encore pousser dans les rangs de la résistance, si besoin était, des communistes évidemment, les socialistes, les communistes, qui, voyant leur symbole menacé par le nazisme, s'engageront d'autant plus dans la résistance. Een tweede reden waarom, natuurlijk, het is het verplicht dragen van de Jodenster in België in juni 1942. Natuurlijk, ik zal het niet laten leren dat de nazisme is een antisemitisch regime, is een racistisch regime. En natuurlijk, vanaf het moment dat de Belgische Joden verplicht zijn om die Jodenster te dragen, zijn er sommige mensen die komen natuurlijk in het verzet om sommige Joden te redden. En meneer Jacques Brocchi zal straks erover hebben
en zal zijn eigen verhaal kunnen vertellen over de Joodse vervolging natuurlijk. Les défaites allemandes de Stalingrad en janvier 1943, la capitulation italienne en 1943 également, le débarquement de Normandie en 1944 vont évidemment augmenter encore ce mouvement de résistance. Il ne faut jamais négliger une chose, c'est que la résistance amène des risques. Ces risques, c'est des risques de mortalité pour vous-même, pour vos enfants, pour votre famille, c'est la déportation. Donc, comme le disait Madame la Présidente, vrijheid heeft een prijs. En de kost van het prijs is ongeveer 15 doden in het verzet in België gedurende de Tweede Wereldoorlog. Men moet dat nooit vergeten natuurlijk. Het is gemakkelijk met een afstand van 75 jaar te zeggen en te denken, oh, het was gemakkelijk in te springen in het verzet. Nee, zo gemakkelijk was het niet. Verre van natuurlijk. Er waren reusachtige risico's, doodsgevaar natuurlijk voor iedereen. Moet ook juist zeggen, jullie zijn allemaal scholieren, er bestaat geen school voor het verzet. U moest van het begin leren kennen hoe functioneert dat, met het risico dat ja, de eerste slechte poging, de eerste mislukte poging en u was aangehouden en à la limite gedeporteerd en u kon sterven in de gevangenis. Enkele groeperingen in België, er zijn militair, economisch en politieke inlichtingen natuurlijk, Network Clarence, Luc, Mark Zero, meneer Koekelbergs was een hoofd van Lucmark, Sabotage, Netwerk Luc, Groep G enzovoort enzovoort. Er waren natuurlijk tientallen verschillende verzetsgroeperingen in hele België. De erkende verzetsbeweging, geheim leger, onafhankelijkheidsfront enzovoort. Donc au total, aujourd'hui, on recense 141 000 résistants reconnus. Ça ne veut pas dire que ce sont tous les résistants. Certains n'ont pas été reconnus, certains n'ont pas voulu être reconnus. Voilà, certains ne correspondaient pas au niveau purement légal au statut de reconnaissance, mais donc il y eut 141 000 personnes reconnues, 2 à 3% de la population. Il y eut bien évidemment beaucoup plus de gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont résisté, mais peut-être pas en faisant dérailler des trains ou en assassinant des SS qui menaçaient la liberté. Et donc, comme je vous l'ai dit, environ 30 000 arrestations et 15 000 morts sur toute la guerre. Comme Madame la Présidente le signalait, j'ai été conservateur de Brendonk et donc j'ai pris quelques exemples de résistants et de résistance parmi les cas de Brendonk. De eerste voorbeeld, gewapend verzet, de 12 van Sanzij. Sanzij, een kleine dorp in België langs Philippeville. Het is een neergestorte vliegtuig die ontploft is in een veld. Er zijn 2 nazi die de bewaking houden rond dat vliegtuig. Het verzet vermoordt. Het is geen andere woord, die 2 soldaten, het is oorlog, dus voilà, geen genade, om alle wapens, radio en alle verschillende toestellen vanuit het vliegtuig te kunnen recupereren. Natuurlijk, dat is een beetje tegen de gusting van de nazi, die maken een reuze razzia in de regio. Die 12 mensen van Sanzij zijn aangehouden als gewapende verzetleden. Ze kwamen Brendonk binnen op 22 februari 1944 om 10 uur waren ze binnen Brendonk gebracht. Om 12 uur werden ze veroordeeld door een tribunaal die 2 mogelijkheden hadden. Het is dood of vrijlating. Ze werden dus alle 12 ter dood veroordeeld. En om 16 uur waren ze alle 12 opgeknoopt aan de achterkant van het fort op de galg. À l'époque, la justice était à tout le moins expéditive. Arrivé à 10 heures, condamné à midi, pendu tous les 12 à 18 heures à l'arrière du fort. Donc voilà, juste pour vous dire aussi, je vous ai donné les métiers. Ik heb daar enkele beroeps toegevoegd. Het is niet voor het plezier, het is om te zeggen dat een verzetlid is van alle beroeps. Er zijn handwerkers, bakkers, il y a des mineurs, des employés, il y a le bourgmestre de Sanzij, il y a un comptable, er zijn landbouwers, stewards, beenhouwergast. Bref, er zijn geen sociale verschillen in het weerstand, in het verzet. Iedereen is welkom, jong, oud, vrouw, man, van een hoge sociale niveau, van een laag sociaal niveau. Alle beroeps zijn vertegenwoordigd binnen het verzet natuurlijk. Hier ziet u een kaart, een Duitse kaart met de verschillende regio's van sabotage. Dus u kan ook duidelijk zien dat het een beetje overal in België verspreid is.
Het is geen duidelijke verschil. Natuurlijk iets meer rond Brussel, Luik, Henegouw, maar toch is het natuurlijk overal verspreid. Un autre voorbeeld, de Zeven van Mons, un autre exemple, les Sept de Mons. Je vous ai mis un petit rond rouge au milieu de la photo, parce que le jeune homme que vous voyez là, ben vous l'aurez devant vous dans quelques instants, avec quelques années de plus, mais c'est M. Kuckelbergs. Le voilà, sa libération du fort de Brendonk. Et donc il vous expliquera lui-même évidemment son histoire, mais en gros les Sept de Mons, de Sieben von Mons, ce sont 7 jeunes gens qui veulent se lever contre le nazisme, qui vont manifester violemment, violemment, mais peut-être pas dans la violence pour autant, qui vont manifester contre un départ des légionnaires wallons vers le front de l'Est, ce qui ne plaît que très moyennement à l'occupant. Ils sont donc arrêtés, envoyés en redressement quelque part à Brendonk. Ils auront la chance d'y survivre plutôt, d'en être libérés, mais il pourra vous raconter la suite des événements et son action résistante bien mieux que moi tantôt. Un autre exemple de résistance, un ander voorbeeld van gewapend verzet, André Fretteur, Maurice Ransquin, André Bertulot, die 3 jonge gasten hebben een poging uitgevoerd en werden aangehouden door de Gestapo, omdat ze hebben geprobeerd, eerst en vooral meneer Van Compernol, een soort aanslag tegen meneer Van Compernol. Van Compernol was de hoofd van de politie van Groot-Brussel en dus een erkende collaborateur. Aangezien dat die werden ingeslaagd, hebben ze meneer Collin toch ook vermoord. Die was ook een bekende collaborateur. Ze werden alle 3 aangehouden. Bertulot is toen 20 jaar oud en Rasquin even ook 20 jaar oud, denk ik. Bertulot, de derde, is iets ouder. Maar dus op hun 20ste verjaardag werden ze alle 3 ook opgeknoopt in Brendonk, opgehangen in Brendonk. Dat is het zogezegd prijs voor vrijheid natuurlijk. Un autre exemple, c'est l'aide aux réfractaires au travail obligatoire. Il faut savoir qu'en Belgique, l'occupant oblige les jeunes et les moins jeunes petit à petit à travailler pour lui. Ils ont besoin de main-d'œuvre pour faire tourner leurs usines, etc. Et donc on réquisitionne les gens pour aller travailler en Allemagne. De nombreux jeunes, leur résistance, ce sera justement de ne pas y aller, de ne pas participer à cet effort de guerre nazi. Et donc, ils seront recherchés par l'occupant, devront se cacher, seront hébergés par des gens, comme les enfants juifs cachés, entre autres, dont nous aborderons la question tantôt. C'est aussi, évidemment, une forme de résistance. Donc, vous voyez que la résistance peut prendre diverses formes. Ça peut être assassiner un collaborateur notoire ou attaquer un dépôt d'essence, mais ça peut être simplement ouvrir sa porte et héberger quelqu'un dans sa cave et le cacher pendant plusieurs années, ou quelques semaines même. Voilà, je venais justement, ik kom nu naar de ondergedoken kinderen. In België waren er in der tijd ongeveer 66.000 Joden, erkende Joden. Die waren voor meer dan 90% van vreemde afkomst. Die kwamen gedurende tijdens de interbellum, kwamen ze van de host van Europa, van Rusland, Bulgarije, Roemenië, Oekraïne. Omdat er waren daar pogrom tegen hen uitgevoerd. Ze werden toch gejaagd eindelijk in die regio. Ze kwamen in België om beschermd te worden. En natuurlijk, tijdens de bezetting van het land, werden ze terug... probeerden we hen hand te houden. Dus meer dan 25.000 Joden werden verborgen tijdens de bezetting in België. Donc c'est aussi naturellement une forme de résistance, d'abord des populations juives évidemment, de vouloir survivre, de se cacher, de vouloir perpétuer leur mémoire, c'est une forme de résistance. Et il y a bien évidemment aussi tous les gens qui les ont accueillis, qui les ont hébergés, parfois des villages entiers ont hébergé, parfois ce furent des couvents, là il y a eu aussi d'autres histoires, enfin soit, mais donc il y a plus de 25 000 juifs qui furent cachés dans le cadre de la Belgique. Ça ne nous fait pas oublier que plus de 21 000 sont partis via 28 convois au départ de la caserne d'Ossin à Malines et ont été exterminés dans le camp de concentration d'Auschwitz principalement, où ils furent gazés. Donc ça veut dire quand même que plus de 30% de la population juive de Belgique ne survit pas à la guerre, est exterminée dans les camps de concentration. Een klein voorbeeld nog van het 20e konvooi.
Kennen jullie het 20e konvooi, de jongeren hier? Ooit van gehoord? Nee? Quelqu'un a déjà entendu parler de ce 20e convoi parmi vous? Non? Donc, en fait, en gros, c'est quoi? C'est un des actes de résistance les plus étonnants dans la Belgique occupée. Je vous ai dit, 28 convois emmènent les populations juives belges vers Auschwitz. Et depuis l'Europe entière, des convois convergent vers Auschwitz, Auschwitz étant un gros nœud ferroviaire au sud de Cracovie, où les Juifs, tant de Grèce que de Belgique, de France et de tous les pays sous la tutelle nazie, allaient être exterminés. Plus d'1 million de personnes périront dans ces camps. Vanuit België vertrokken 28 konvooien met ongeveer 21.000 Joden en 351 zigeuners. 351 zigeuners lijkt een kleine cijfer te zijn om toch het verhouding te geven, dat is ongeveer 75% van de zigeuners vanuit België. Dus de gemeenschap van de zigeuners verdwijnt literaal vanuit België aan het eind van de oorlog, omdat 75% onder hen zijn overleden. En dus in de 20e konvooi vertrekt op 19 april 1943 met aan boord ongeveer 1000 Joden onderweg naar Auschwitz om daar vernietigd te worden, uitgeroeid te worden. En 3 jonge gasten, meneer Jura Lifshitz, Mestrio, Frank Elmont, een 20-tal jaar oud. Meneer Lifkic is een student in een ULB. En ze beslissen dat dit kan niet. En ze wachten in Boord-Meerbeek de trein. Ze stoppen de trein. Ze hebben enkel zo'n rode lamp om te zeggen aan de chauffeur, stop maar de trein. Een pistool met 7 kogels. En ze trachten deuren te openen van die beestjewagen en vragen en zeggen aan de Joden, spring eruit en ontsnapt. Jullie moeten weg. Een 20-tal mensen verlaten de wagonnen en dan natuurlijk de bewaking van de trein reageert en begint te schieten tegen die 3 gasten die verdwenen in de natuur. Die werden later aangehouden en voor wat betreft Jura Lifkic terechtgesteld. Het verhaal gaat verder natuurlijk, want de trein vertrekt terug richting Duitsland, maar de meeste van de mensen binnen de trein beginnen een beetje na te denken en zeggen ze, oei, dat was misschien onze laatste mogelijkheid om de dood te ontsnappen. En dus beginnen ze tijdens de parcours, nog op Belgische grond, planken uit de bodem te trekken, gatten in de planken te maken en ze springen vanuit de trein. In totaal meer dan 200 Joden ontsnappen van de 20e konvooi. Dat is de uniek voorbeeld van een aanval tegen een trein van deportatie in heel Europa gedurende heel de Tweede Wereldoorlog. Donc en fait cet acte de résistance est tout à fait unique en ce sens qu'il n'y a qu'un seul train dans toute l'histoire européenne de 42 à 45 dans l'histoire de la déportation des Juifs d'Europe, il n'y a qu'un train qui a été attaqué et c'est avec ces 3 personnes, un pistolet, 7 balles et un petit signal rouge pour arrêter le train. Donc voilà une histoire de résistance. Autre avant-dernière petite histoire, la résistance corporatrice, les postiers. Voilà pour vous dire le prix à payer. À Brendonk, 42 postiers sont arrêtés, sont amenés à Brendonk. Vous voyez à votre gauche, Monsieur François van der Weken, 75 kilos lorsqu'il rentre au fort de Brendonk. Le voilà 5 mois plus tard. Le look est raisonnablement maigre. Faut-il vous dire, évidemment, les privations qu'ils connaissent dans le cadre du fort de Brendonk. Là aussi, le prix à payer. Et en ce qui concerne ces prisonniers, simplement un petit détail. Qu'ont-ils fait? Pas des grands actes. Ils ont simplement pris une lettre de dénonciation qu'ils ont retirée du courrier. Et grâce à ça, ils ont sauvé des vies. De nouveau, pour vous dire que l'acte de résistance peut être un petit acte, n'est pas nécessairement gigantesque. Je voulais terminer, c'est un peu in the mood, mais c'est pas uniquement ça, pour vous montrer une femme. On oublie aussi souvent le rôle des femmes dans la résistance. Marguerite Paquet werd aangehouden wegens spionage. Ze werd beschuldigd van spionage en spion te zijn. Ze werd 7 keer gefolterd in de cellen van Brennong, in de folterkamer van Brennong. Ze wordt gemarteld omdat de de nazi vroegen natuurlijk de namen van haar medewerkers enzovoort. Zij heeft nooit een woord gezegd en zij werd vervoerd naar een andere kamp. Zij overleefde
chance of haar kracht, de oorlog. Maar dus voilà, om te zeggen, het is vrouwen, jongen, oude, mannen, jonge gasten, oude gasten. Iedereen kan natuurlijk in het verzet inspringen om zijn land of voor elke reden te redden, te verdedigen, inspringen natuurlijk. Voilà, ik dank u van uw aandacht en ik zal nu meneer Brocci en monsieur Koekelbergs uitnodigen om bij mij te komen zitten. Men zal hun korte verhaal luisteren naar en dan zijn uw vragen welkom naar onze twee getuigen. Want bedankt. Donc voilà, me voilà bien entouré. Monsieur le professeur baron Roger Koekelbergs, résistant de la Seconde Guerre mondiale, et monsieur également le baron Jacques Brocci, sénateur et enfant caché de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, monsieur Koekelbergs, pour vous donner juste une idée, vous avez quoi, 17, 18 ans, donc vous êtes des 2000, comme on dit de nos jours, si je ne m'abuse. En tout cas, c'est comme ça que mes filles parlent des jeunes un peu plus jeunes qu'elles. Imaginez que pour représenter M. Koekelbergs, vous devriez revenir au Sénat en 2099 à peu près. Et ça vous donne une idée de la pièce d'histoire que vous avez devant vous. Puisque je suppose que ça vous paraît loin, 2099. Donc voilà, M. Koekelbergs a vécu ces événements, c'est un jeune homme au début de la guerre. Et justement, c'est la première chose que j'aimerais bien vous demander. Vous m'aviez un jour raconté que dans votre famille, votre grand-mère vous racontait les souvenirs de 14. Et qu'est-ce que ça a suscité chez vous, ce qu'on racontait sur la guerre de 14, sur les Allemands, sur... Pardon. Ça marche là? Ça fonctionne? Ça fonctionne, on vous entend. C'est parfait. Ben, la guerre de 14, ben, je dois essayer de faire une transformation radicale de ce que je suis maintenant pour devenir le jeune homme des années du siècle dernier et de l'avant Deuxième Guerre mondiale. La guerre de 14 a été représentée par mon père qui était un Anversois, qui était venu à Mons. C'était le hasard de la victoire. Les régiments flamands venaient dans le sud du pays. Il est resté à Mons. C'était un volontaire. Et il était devenu propriétaire d'un café sur la place de Mons où se réunissaient beaucoup d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Et un grand nombre étaient des volontaires. Parce qu'il faut suivre l'histoire de la Première Guerre mondiale. L'armée en retraite, en retraite, en retraite. La victoire allemande extraordinairement rapide. Je ne vais pas vous raconter mes aventures pendant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Je n'ai pas su les arrêter, mais presque, mais je n'ai pas su. Et il y avait dans le bistrot de mon paternel, avant la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de néerlandophones qui ont marié beaucoup de jeunes filles venant de la région de Mons. Ça a fait un bilinguisme assez remarquable et beaucoup de patriotisme et dans un état, malgré le fascisme naissant, Hitler et tout ça, une espèce de sérénité qui régnait toujours avec cette idée, on est là, ils ne passeront pas. Si c'était évidemment, ça a été une déception énorme qui s'est évidemment transmise chez le jeune homme que j'étais en 1940. Et la raison pour laquelle finalement j'ai eu toute une carrière de résistant, rappelons-le comme ça,
Mais ça, c'est une autre question. Et je redonne la parole à mon ami Olivier. Si c'est une autre question, je vais vous la poser. Donc voilà, donc j'ai raconté, je pense, tantôt brièvement votre parcours. Donc les 7 de Mons, l'arrestation, nous sommes en juillet 1940. 41 Non? Quoi? Juillet 40 ou 41? Votre arrestation? Ça, c'était en 41. Voilà, donc juillet 41, l'arrestation. Monsieur Kuckelberg s'est donc enfermé au fort de Brendong pendant un bon mois. Il en est libéré. Et puis c'est là que je vais quand même vous rendre la parole. C'est là qu'alors vous décidez, vous posez ce choix quelque part d'entrer en résistance. Maar het probleem is, niet zeer ingewikkeld. Het is eigenlijk gemakkelijk, maar het bestaan van het verzet uit te leggen in de jaren 40. Niets, ja, ik keer nu terug naar de jaren 40. Ik was een student van de militaire school, eerste jaar student, dat niet vergeten. Comme ça. En 6 maanden als krijgsgevangene, dan terug in België. En als student vermits in het eerste jaar van de militaire school, waren we zeker eerst en vooral studenten en zeker niet strijders. En met een tientallen, nous étions environ une dizaine, nous réunissions des étudiants. On avait trouvé à Bruxelles un ou 2 cafés. C'était près de la station du Midi. Et il faut penser, et ça c'est finalement, dans ces mois-là, vous trouvez l'origine de cet énorme mouvement de résistance qui s'est créé dans le pays. En 1940, il faut bien imaginer, l'armée belge a été exterminée, non pas exterminée, mais éliminée en quelques jours. Ça n'a pas été meilleur pour les Français. Le résultat, en 1940, il régnait dans le pays. In het Nederlands zou ik dat een beetje vertalen. Een toestand van neerslachtigheid, als we zo kunnen spreken, en van ontmoediging. De oorlog voor de meesten was verloren. En nochtans, en ten tweede, dat was nog niet gedaan, de ministers waren vertrokken in Engeland, de koning was gevangen enzovoort. En geen enthousiasme meer. Maar we waren met 10 en steeds de vraag, we moeten iets maken. En, nooit vergeten, de toestand van het land was een soort toestand van een soort collaboratie. De algemene secretarissen, dat waren de namen van de opvolgers van de minister, hadden een accommodatie politiek angenomen. Une politique qu'on appelait la politique du moindre mal. On a perdu, il faut enfin faire quelque chose. Il est bien évident qu'on se trouvait dans la situation de la victime qui ne sait rien faire contre son persécuteur. Et on se réunissait à une dizaine et on se disait, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en sortir? Et un jour, nous avons rencontré dans une de nos réunions, parce que
on n'était pas tout à fait immobile, hein, on se débrouillait quand même entre nous. Et nous avons rencontré un certain commandant Bernard, qui après est devenu un des grands historiens et professeurs à l'école militaire. Et on a un peu discuté sur les possibilités qui existaient pour nous. Et je revois toujours Bernard, qui a été d'ailleurs ennobli plus tard par la reine d'Angleterre, plus tard, qui nous disait « Ah, en Angleterre, ah oui, si vous venez, vous serez bien accueillis, mais nous avons assez de soldats pour nous battre. » Ah bon, look. Et puis il nous disait, pour vous dire en Angleterre, vous n'allez pas venir comme ça en prenant le train à la station de Midi. Il fallait passer par le sud de la France, les Pyrénées et tout. Mais il dit, et une chose, vous êtes sur place pour entamer le combat. Parce que n'oubliez pas, et en 40, vous savez, l'histoire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons appris qu'il y avait eu une formidable bataille, je ne sais pas si vous le savez, ben sûrement, peut-être, au-dessus de la Manche, près de chez nous. Ça a été la bataille aérienne qu'on a appelée la bataille d'Angleterre. Et la conclusion est que la RAF, Royal Air Force, a battu les Allemands, indiscutablement, et Hitler a une fois pour toutes décidé qu'il n'allait pas débarquer en Angleterre. C'était un élément positif extraordinaire. En werkelijkheid, het verzet had een zekere betekenis. Rekening houdende van het bestaan van Groot-Brittannië en ook van de Amerikanen. Zo waren nog 6 van onze geleden, maar wij dachten aan de Eerste Wereldoorlog. Dus oorsprong van het verzet, van de weerstand. Vergeet toch niet, verzet dat betekent dat men in elk geval een bedoeling moet hebben, doeleinden, tegen de wel men zich moet verzetten. En dat was voorbij. En voor anderen het probleem van de weerstand. Nu, ik zal zeker niet van mijzelf spreken, maar ik zou graag misschien een woord van mijn vriend Olivier van der Wild trachten te verbeteren. Hij heeft van statistiek gesproken. En hij heeft gezegd, sprekende van de voorzitters, ja, ze waren 1 of 2%. Dat is goed. Als men van de voorzitters spreekt. Maar dat is niet waar. En ik ben tegen. En ik kan dat verrechtvaardigen. En dat is misschien mijn laatste woord dat ik zou hier zeggen. In aanwezigheid van u allen. Weet gedurende 4 jaar ben ik zal zeggen, die van mijn spreken van mijn verblijf in Braindonk, ja, dat is een ander lied. Maar gedurende 4 jaar, pendant 4 ans, j'ai couru dans tout le pays et surtout dans un triangle, Louvain, Bruxelles, Mons. Louvain, pourquoi? Parce que c'était la meilleure situation que je pouvais dire pour devenir étudiant en Louvain. Et devenir étudiant en Louvain à l'université. Et je m'étais inscrit, j'avais été reçu, bien gentiment, en première candidature en médecine. Je ne vous ai pas concurrencé, mais je n'ai pas réussi là. En chimie, en physique. Pour les étudiants, vous devez savoir, il y avait beaucoup de cours communs, donc je n'étais pas un génie, rassurez-vous. Et donc, progressivement, j'ai circulé un peu dans tout le pays parce que ma première fonction que m'avait donnée le commandant Bernard, tu dois être un bon étudiant et travailler beaucoup. Ben, j'ai travaillé en 41, boum, ça va. Et je commençais à jouer déjà dans le service de renseignement Luc Marc, ça c'est encore une autre affaire. Et alors, ben, je vais le rendre jaloux. En juillet 41,
J'ai eu la plus grande distinction en médecine, en chimie et en physique. Alors voilà. Après, j'ai dit, bah, et c'est justement en 41, un peu après, ces merveilleux résultats que j'ai trouvé le moyen de me faire envoyer à Brindonk. Mais j'oublie tout ça. En nu keer ik terug naar mijn actie als agent. Ik zal zeggen niet van espionage spreken, hoor. Maar we hebben bijna alles gedaan. In de jaren 42 sabotage. En dan, ja, voortdurend inlichtingen. En dat betekent dat wij in alle kanten van het land gelopen hebben. En zo, en dat is de antwoord aan mijn opmerking. Ik heb contact gehad met bijna alle kanten van de bevolking. De intellectuelen, arbeiders enzovoort. Ja, tegelijkertijd, namelijk door gedurende de radio-uitzendingen die wij moesten uitvoeren enzovoort. En dat betekent, en ik zeg dat, wij hebben dus de uitstekende resultaten gehad. En ik spreek van al de netten van sabotage, inlichting enzovoort. Uitstekend waren. We zijn daarin geslaagd. Et comment était-ce possible? Très simplement, hein? On courait, on allait partout, mais on était toujours protégé par quelqu'un. Toute la population belge était pour nous. Il ne s'engageait pas. Celui qui acceptait que nous fassions une émission vers Londres, dans sa maison, il risquait d'être attrapé. J'ai d'ailleurs été coincé une fois à Louvain, où on en est sorti, c'est autre chose. Mais c'était finalement la condamnation à mort. Le résultat est ceci, c'est bien simple. Et tout ça a été en s'élargissant et tout durant toute cette guerre. Et la population belge, elle s'est réveillée au moment de la libération. Ça, c'est autre chose, parce que la libération, ça a été de débordement. Tellement, on ne sait pas expliquer ça. Tout le monde se sentait ami de tout le monde. Il y avait dans notre pays en profondeur, et c'est ça ce que j'ai connu, et c'est ça que je veux défendre. Les collaborateurs, moi je ne leur en veux pas, ils avaient une motivation, c'était leur problème. Il y a eu les bourreaux de Brindonk, ça c'était aussi leur problème. C'était un problème médical, ça c'est pour autre chose. Mais le reste, et je dis, moi, il y avait 80% à 90% de la... Non, 90, je ne vais pas aller jusque-là, de la population qui était dans la résistance. Eh bien, j'ai répondu à ta première question. Pour les autres questions, je crois qu'il y en a d'autres qui doivent aussi parler de leurs aventures. Et je vais... J'ai juste encore une petite question, parce que je me souviens que vous m'aviez raconté ça à l'époque. Aujourd'hui, on a tous et toutes notre petit GSM. Vous étiez dans un service de résistance et ce serait bien que vous décriviez comment vous envoyiez vos messages vers Londres. Parce que je ne suis pas certain que les jeunes ici présents se rendent compte des difficultés techniques que c'était par rapport à notre société où dans la seconde on est sur Facebook, sur Snapchat ou quoi que ce soit. Ben, nous sommes maintenant en 2002, ça veut dire dans l'ère de l'informatique, mais qui est l'extrapolation de la connaissance de la télécommunication. Peut-être que je pourrais maintenant la télécommunication, c'est plus rien du tout. On est passé à l'informatisation. C'est maintenant l'ère de l'espace qui apparaît. Tandis qu'aller en 40-41, pour essayer de toucher Londres, on a employé ce qu'on appelle les premiers postes élémentaires d'émission. C'était des... Comment on les appelait encore? Bon, j'ai oublié la chose. Des postes à galène, non?
Non, c'était un peu plus avancé. Pas Ah, beaucoup. quand même. Et il y avait, pour les électroniciens, c'était simplement un ensemble résistance-capacité. Et comme ça, il y avait moyen de... Mais il fallait, dans tous les cas, avoir une longueur d'onde typique du rayonnement qu'on envoyait. Alors, voilà comment ça se passait. On avait un appareil qui n'était pas très difficile à monter, mais enfin bon, qui venait d'Angleterre avec un marconiste. Alors, nous avions des renseignements à envoyer. En réalité, ah oui, ça, c'est encore une autre histoire. Mais enfin, je vais vous dire. Nous avions là, par radio, les renseignements les plus importants à envoyer et de manière très succincte, parce que le danger était là. Alors, on arrivait dans une maison, pardon, chez l'un d'entre vous, enfin, quelque part, on tendait un beau fil, et le marconiste, qui était celui-là, c'était un agent, en réalité un Belge. J'en ai connu un d'autres, j'en ai connu 7. Ils sont tous morts assez rapidement. Et, enfin, c'est bien triste, mais enfin c'est comme ça. Et ils avaient suivi un écolage à Londres, en Angleterre. Et leur fonction était d'envoyer un message codé. Résultat, imaginez que nous écrivons une page de renseignement aussi court que possible où il devait le coder, c'était son code personnel. Et sa personnalité aussi, il avait ce qu'on appelait un quartz, un cristal de quartz, qui était sa longueur d'onde privée, identifiée, et que l'on piquait dans le poste de radio. Ça veut dire qu'il émettait sur une longueur d'onde. À part ça, c'était tout. Alors maintenant, les aventures, je vais essayer de résumer. On tirait le fil. On était généralement deux, lui et moi. Enfin, il y avait toujours un deuxième. Enfin, je parle de mes aventures, moi. Et il commençait à taper. Il y avait des rendez-vous avec Londres. Pas toujours. Généralement, il répondait, mais assez tard. Il était peut-être en train de boire du café, je ne sais pas quoi, à Londres. Mais n'oubliez pas que pendant ce temps-là, les Allemands nous écoutaient. Nous nous faisions protéger par des copains pour identifier une voiture suspecte qui tournait autour. Dès qu'on voyait ça, on cessait, c'était fini. Ça et d'autres heures, parce qu'il y a encore autre chose. Je reviens toujours à ce que j'ai dit aux résistants. N'oubliez pas que le propriétaire de la maison, de eigenaar vergeten te zeggen, hij was verantwoordelijk in het geval van de opname van onze uitzending, wordt hij automatisch gearresteerd, het cadeau en misschien vermoord. Dus dat betekent nog een lid van het verzet. Et voilà, à peu près tout. Alors, donc, voilà, l'émission était partie. Puis il fallait recommencer, mais dites-vous bien que ce n'était qu'une partie des renseignements qui devait partir. Parce qu'il fallait trouver, il y en avait beaucoup plus à écrire. Alors, on avait trouvé un autre système qui était tous les papiers. On avait une administration. C'est là. J'essaie toujours d'être bref, vous pouvez imaginer ce qui pouvait se passer. Nous recevions, par exemple, j'avais un réseau avec, allez, j'en avais un spécial à moi. Il y avait 120 à 130 types là-dedans, ils venaient de la région. Alors on recevait des petits papiers sur lesquels il était mal écrit. Il fallait lire ça, il y en a qui racontaient presque leur vie et tout. Et de cela, il fallait faire un petit résumé pour que ce soit compréhensible pour ceux qui les recevaient à Londres. 1. 2, pour avoir le moins possible, parce qu'au début, on envoyait par le sud de la France. C'est ainsi qu'un de mes amis a été pris. Il était avec une valise pleine de documents ou n'importe quoi, avec tous les renseignements. Il a été arrêté par la gendarmerie française. Ainsi, c'est comme ça. Remis aux Allemands et fusillé à Bruxelles. Mais enfin, vous voyez tout ça. Alors, on essayait d'avoir le moins possible de matière.
Et alors, on avait une belle installation où on faisait des microfilms. Et j'ai personnellement transporté beaucoup de microfilms entre Bruxelles et Paris. À Paris, il y avait un copain qui m'attendait, moi. Et je voyageais en première classe avec les officiers allemands parce que nous étions les champions des faux papiers. Enfin, ça marchait. Enfin, imaginez-vous, c'était toute une administration qui était montée grâce à la coopération de la population belge. Ben voilà. Ben merci en tout cas, un tout grand merci. Alors maintenant, on va passer à monsieur le baron Brocci, donc c'est une toute autre histoire. Je vais remonter au perchoir pour vous montrer l'une ou deux photos pour un peu donner vie à son récit et pour vous montrer quelques images d'archives très intéressantes. Et après, on vous laissera le temps préparer vos questions. C'est intéressant. Vous aurez une bonne demi-heure pour poser vos questions, que ce soit à M. Brocci ou à M. Kuckelbergs. Voilà, donc M. Brocci, bonjour. Donc c'est un autre profil. Donc vous êtes nettement plus jeune que M. Kuckelbergs en 1943, puisque vous venez de naître, grosso modo, d'une famille d'origine juive. Et donc vos parents, vous allez nous raconter un peu le récit de votre vie tel qu'on vous l'a, je suppose, transmis par la suite dans le cadre familial. Voilà, je vous cède la parole. Certainement, merci beaucoup. Juste en préambule, je voudrais dire que nous avons été, M. Kuckelbergs et moi, présentés devant vous comme barons tous les deux. Nous ne sommes pas nés barons, nous ne venons pas d'une famille noble. Nous avons été l'un comme l'autre anoblis dans le courant de notre vie pour service rendu à la Belgique, bien sûr. Et c'est un premier point que je voulais dire. Deuxième point, au point de vue origine, je pense que c'est intéressant pour les jeunes qui nous écoutent ici, c'est que je suis un enfant d'immigrés. Aujourd'hui, on parle beaucoup des immigrés et c'est un problème important, quasi quotidien dans la presse. Donc je suis un enfant d'immigrés, mes parents venaient de Roumanie, et ils ont fui la Roumanie parce qu'il y avait un antisémitisme majeur et que les Juifs ne pouvaient pas rentrer à l'université. Ils sont donc venus en Belgique, à Liège, où ils ont entrepris des études au début de médecine, et puis, parce qu'il fallait commencer par la médecine, mais ils sont devenus dentistes tous les deux. Et c'est ainsi qu'ils étaient dentistes au moment où la guerre a éclaté. Ils ne pouvaient pas exercer individuellement parce qu'ils avaient un diplôme à ce qu'on appelle au grade scientifique. Donc ils travaillaient l'un et l'autre pour un patron dentiste. Ils n'étaient pas belges, ils étaient toujours roumains à l'époque. Puis la guerre a éclaté et ils ont suivi l'exode de beaucoup de monde pour se retrouver dans le sud de la France, à Toulouse, où ils sont restés quelques semaines, ont rencontré et ont sympathisé avec plusieurs familles belges qui avaient également, familles belges non juives, qui avaient également fui l'avancée de l'armée allemande. Et puis, comme il fallait quand même survivre, il fallait travailler, eh bien, ils sont revenus en Belgique pour retrouver leur emploi l'un et l'autre chez leur patron dentiste. Et puis, arrive, je dirais, ma naissance au mois d'août 1942. À ce moment-là, vous pouvez peut-être montrer, je ne sais pas si on voit, oui, apporter cette image qui est l'équivalent de, je dirais, de la pièce d'identité de mon père. Et si je voulais apporter, c'est parce que vous voyez que du côté gauche, il y a un tampon rouge où il est bien mis « juif » dessus. C'est un document qui date de 1941, si je lis bien. Ou en tout cas, 17 novembre 1941. Sur le document suivant que vous pouvez voir, c'est un document du registre de la population de Liège et c'est ce que l'on avait dû établir sur ordre des nazis, c'était le registre des Juifs. Et c'est ce qui est
figure au-dessus, on ne le voit pas bien, mais enfin je vous le dis, et vous voyez qu'il y a 2 lignes, il y a le nom de mon père, le nom de ma mère écrit en manuscrit, et tout au-dessus c'est le registre des Juifs. Et c'est dans ces conditions-là que moi je viens au monde le 11 août 1942. Et je suis venu au monde, ce qui est intéressant quand même pour un baron, c'est que je suis né dans un hôpital d'assistance publique. Pourquoi ? Parce que le gynécologue qui suivait ma mère ne voulait pas accoucher une femme juive et mettre au monde un enfant juif. Ma mère est donc allée à l'hôpital des Anglais à Liège, qui existe toujours, je crois, à l'heure actuelle, et c'est là que je suis né, dans un hôpital d'assistance publique. Et puis, quand j'ai quelques semaines, il fait beau, comme aujourd'hui, une journée magnifique, début du mois de septembre, et ma mère décide d'aller me promener. Et elle convainc mon père de l'accompagner, et ils vont tous les deux promener le bébé que je suis à l'époque, que j'ai quelques semaines. Et quand ils reviennent, les voisins crient « Monsieur Brocci, Madame Brocci, surtout ne rentrez pas chez vous, la Gestapo est venue et vous cherche. » Donc mes parents ne sont pas rentrés et ils ont continué à pousser le landau devant eux, avec moi dedans, bien sûr, jusqu'à arriver chez des personnes qu'ils connaissaient à Liège et qui les ont hébergés quelques jours. Puis, ils ne pouvaient pas rester là indéfiniment. Donc, ils sont allés vers les Ardennes sur recommandation de plusieurs personnes. Et pendant 3 jours, j'ai même logé au château de Sommeleuse. J'ai été châtelain pendant 3 jours, puis nous avons dû foutre le camp parce que le château a été réquisitionné par l'armée allemande. Et finalement, grâce à des personnes, monsieur et madame Chaffrotte, que mes parents avaient rencontrés à Toulouse au moment de l'exode, qu'ils ont pu recontacter en octobre 1942 ici en Belgique, grâce à ces personnes, nous avons pu entrer en contact avec la famille Simon dans un petit hameau qui s'appelle Mont, de la commune de Comblaine-au-Pont, vallée de l'Ourthe de la province de Liège. Et cette famille, Léon Simon et son épouse et Élise Simon, nous ont accueillis et nous ont cachés pendant 2 ans et demi. Donc pendant 2 ans et demi, j'ai été caché dans cette famille belge, tout à fait modeste. C'était pas un château, c'était une toute petite maison. Monsieur Simon était ouvrier dans les carrières de pierre à Poulseur, qui se trouve juste à côté de Mont. Et Élise Simon était femme de ménage. Donc c'est pour vous dire que c'était des personnes avec un cœur énorme, mais de très petits moyens. La chance que nous avons eue, mes parents et moi, c'est d'être dans ce petit village où il y avait une 50aine de maisons, mais surtout 4 fermes. Et grâce à cela, eh bien, nous n'avons pas souffert de la faim ni de la soif. Il y avait des poules, il y avait des œufs. Bref, je n'ai pas été sous-alimenté comme tous ces malheureux dont vous avez vu quelques photos tout à l'heure et qui se sont retrouvés dans les camps, que ce soit à Brendonk ou ailleurs en Allemagne, ou en tout cas, ou dans les pays occupés par l'Allemagne nazie. Ce qui est aussi remarquable, c'est que le village a organisé 2 caches pour nous. Il était hors de question que nous restions en permanence chez monsieur et madame Simon. Quand on annonçait qu'une patrouille allemande arrivait, et ça c'est évidemment la résistance qui prévenait, la résistance qui est extrêmement active dans la vallée de l'Ourthe et en particulier à Comblaine-au-Pont, et le responsable de l'époque, je me souviens, s'appelait monsieur Léonard. Il avait d'ailleurs fait 2 cartes d'identité pour mes parents, qui étaient des cartes d'identité belges, fausses évidemment, faites par la résistance. Mais comme mes parents venaient de Roumanie, parlaient français, mais certainement pas avec l'accent liégeois, alors ils avaient un accent étranger,
Donc, pour tromper les patrouilles allemandes, on leur a donné un nom flamand. Il s'appelait Van de Berg, si ma mémoire est bonne pour l'un, et l'autre, je ne sais plus comment. Mais toujours, et ces deux cartes d'identité sont conservées à l'heure actuelle au musée juif à Liège, où j'en ai fait don. Donc, c'est ainsi que la résistance nous a aidés et a organisé 2 caches séparées dans le village de Mont. Et quand on annonçait qu'une patrouille allemande arrivait, nous courions, ma mère et moi dans une, et mon père dans l'autre. Et ce, au cas où on serait pris, pour qu'on ne soit pas pris tous les 3, en espérant toujours qu'il y ait soit l'un, soit l'autre qui en réchappe. Et c'est ainsi que nous avons pu, pendant la guerre, échapper à toutes les rafles. Ce qui est remarquable aussi, c'est que le village était au courant, puisque ce que je vous raconte, on ne sait pas le faire en cachette. Ça veut dire que tout le village était évidemment du côté de la résistance et que personne n'a rien dit. Bien sûr, monsieur et madame Simon ont été faits juste parmi les nations, qui est la plus haute décoration que l'État d'Israël peut accorder à des personnes non juives qui ont sauvé des juifs pendant la guerre. C'est une marque de reconnaissance. Donc, monsieur et madame Simon, qui nous ont cachés, ont été faits juste parmi les nations. À l'heure actuelle, je garde toujours des contacts avec un des fils, Édouard, qui avait 16 ans quand moi j'étais né. On peut peut-être montrer l'image suivante, juste pour illustrer, et peut-être terminer avant de donner les questions. C'est pour vous montrer devant la maison de monsieur et madame Simon. J'ai quelques mois, je ne marche pas encore, et ma mère me tient par les mains, vous voyez, je commence à faire mes premiers pas, aidé par ma maman devant la maison de monsieur et madame Simon. Derrière, vous avez les escaliers. Et enfin, la dernière image qui est quand même fort importante, c'est la libération. Le premier char américain arrive dans le village de Mont. À ce moment-là, c'est la joie. Les habitants sortent, montent sur le char, font la fête aux soldats américains, et je suis là. Mon père est le monsieur qui a les mains dans les poches, qui se trouve, voilà, c'est ça. Et moi, je suis juste à côté, là, sur les genoux de ma maman, et à ce moment-là, j'ai 2 ans et demi au moment de la libération. Voilà un petit peu un parcours que je peux vous dire en tant qu'enfant caché. Je crois que c'est important de rappeler tout ça aujourd'hui. C'est important de rappeler tout cela, surtout à une époque où il y a malheureusement un antisémitisme qui remonte à la surface dans beaucoup de pays d'Europe, et on n'est pas à l'abri de je ne sais pas ce qui pourrait arriver dans le futur. Donc il est important, à mon sens et à notre sens, parce que je ne suis pas le seul à penser comme cela, ici en tout cas, tous les 3 nous sommes du même avis, il est très très important que nous puissions témoigner, que vous puissiez être tous au courant de l'histoire du passé, afin que ce passé ne se renouvelle pas. Mais je vous remercie pour ce magnifique témoignage. Dus voilà, zoals jullie hebben het juist gehoord, hij bevestigt heel wat meneer Kuckelbergs heeft juist pas gezegd. Heel de dorp was eindelijk een dorp van verzetleden, aangezien dat iedereen wist dat er een Joodse familie stond in de dorp. Dat de risico was natuurlijk dat het hele dorp kon geplunderd worden eindelijk, en dat al die mensen zouden kunnen gedeporteerd worden, en toch hebben ze het gedaan. Donc ça confirme un peu effectivement qu'il y avait plus que simplement les résistants reconnus. Tout le village n'a probablement pas été reconnu résistant, et néanmoins, en confirmation de ce que disait un peu M. Kuckelbergs, ça montre que le nombre de résistants est évidemment bien plus élevé qu'uniquement ceux qui ont été reconnus après-guerre. Donc voilà, on a eu 2 formes de résistance. La résistance qui a mené à la survie de M. Brocci, de ses parents, grâce à un village, grâce au juste parmi les nations. La résistance armée, le sabotage, les réseaux de renseignement. Hebben jullie vragen? Aarzel niet, de kans is uniek. Jullie mogen jullie vragen stellen.
Vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Vous avez 2 témoins extraordinaires devant vous. Ah, meneer Koekelbers heeft nog iets te melden. Je lui cède la parole. Je m'adresse particulièrement à M. Brocci, mon cher baron, mon cher collègue. J'ai un respect énorme, si c'est nécessaire, on le reprendra en néerlandais, pour la médecine. Et je voudrais citer un petit passage où la médecine était impliquée dans mes activités. Ma femme est bien au courant de ça. J'avais aussi un réseau très important dans la région de Mons, dans le sud. Et j'ai parlé des émissions. Or, le gros problème était pour nous les émissions radio. Et j'avais un endroit formidable. Un de mes meilleurs endroits pour faire les émissions était la maternité de l'hôpital de Mons. Et j'avais la protection de tout le personnel. Et la directrice de la maternité n'était pas juive, elle était protestante. Et voilà, finalement, même les médecins, même l'ensemble médical était d'une efficacité extraordinaire. Als ik moet vertalen, moet ik dat in het heel kort stellen. Ah, bon, alors ça va. Ik vermoed dat iedereen heeft het kunnen horen, vertaald al. Dus voilà, hebben jullie vragen? Avez-vous des questions? C'est comme toujours, c'est un lieu dit, c'est la première qui compte. Après, une fois que la première est posée, il y en a d'autres qui arrivent généralement facilement. Dus iedereen moet wel de eerste vraag stellen. En daarna zal het wel misschien beter gaan. Geniet van de gelegenheid. Het is niet iedere dag dat u kan wel. Mensen die hebben de Tweede Wereldoorlog gekend. Ja, je vous en prie. U moet duwen op die knop. Ja. Tout d'abord, merci de la parole et merci de ces 2 témoignages que j'ai trouvé très pertinents et ça nous permet de mieux comprendre la situation à l'époque. Moi, je voulais juste savoir vos sentiments par rapport au monde actuel. Je pense aux situations qu'il y a pour le moment, par exemple la guerre en Syrie, la montée de l'extrême droite, justement. Je suis peut-être trop près. La montée de l'extrême droite dans certains pays d'Europe. Moi, je voulais juste savoir votre sentiment par rapport à ça, si vous êtes plutôt confiant que ce n'est qu'une phase qui va passer, ou vous êtes plutôt tracassé par un monde qui change un peu trop vite à mon goût. Merci de m'avoir écouté. Il est évident que toute la montée de l'extrême droite dans un certain nombre de pays d'Europe est un phénomène inquiétant. Tout récemment, l'extrême droite est de nouveau revenue au Bundestag, au Parlement allemand, pour la première fois depuis la dernière guerre mondiale. Ce qui veut donc dire qu'il persiste une nostalgie du passé qui n'est pas éteinte. Nous avons la même chose dans d'autres pays, que ce soit en Grèce avec Aube dorée, que ce soit en Hongrie avec les dirigeants actuels, que ce soit en Pologne, que ce soit en France avec Madame les Le Pen père et fille, etc. Donc je ne vais pas passer en revue tous les pays, mais c'est un phénomène qui est là et dont on est en droit de s'inquiéter. Pour ce qui est de la guerre en Syrie, c'est un drame humain épouvantable. C'est un drame humain épouvantable parce que vous avez un président qui a massacré plus de 200 000 de ses citoyens pour pouvoir garder le pouvoir. Alors je ne vais pas intervenir dans ce conflit extrêmement complexe où finalement toutes les grandes puissances interviennent, mais localement, pour les gens qui vivent là, c'est un malheur quotidien. Tous les jours, il y a des femmes et des enfants qui sont tués parce que des bombes explosent, parce qu'on tire sur eux. Bref, on ne les vise pas,
mais on vise des endroits où ils se trouvent. Et par conséquent, le nombre de personnes tuées, assassinées se compte par plusieurs centaines de milliers. C'est énorme, c'est grave ce qui se passe. Il est évident que ce conflit pourrait dégénérer et faire tache d'huile. J'espère que non. J'espère pour ça que les grandes puissances arriveront à un moment donné à obtenir un cessez-le-feu, mais qui ne va pas être facile, parce qu'il faudra des concessions. Et de toute façon, dès le moment où il y a un conflit et qu'on veut faire la paix, il faut que des deux côtés, ou des trois ou des quatre côtés, selon le nombre de personnes ou de pays impliqués, mais il faut faire des concessions. Et dans une situation comme celle qui est en Syrie, vous ne pouvez pas avoir de vainqueurs et de vaincus. Il faut se mettre à table et il faut rebâtir la situation locale de manière différente et dans le respect des identités de chacun. Ce sont des guerres qui, dans certains coins, sont vraiment des guerres de religion. Ce sont des guerres aussi où on n'accepte pas que d'autres pensent différemment. Ce n'est pas le cas chez nous. C'est pourquoi vraiment chez nous, nous devons être vigilants et nous devons dire que nous acceptons qu'on pense autrement, mais il y a un élément sur lequel on ne transige pas, c'est la Constitution et la loi du pays où nous vivons. Alors, chacun peut avoir ses convictions, c'est une question personnelle, c'est une question de famille, question de tradition, mais on doit impérativement respecter la Constitution de l'État belge et pour moi, la primauté de la loi l'emporte sur la primauté de la religion, ce qui n'est pas le cas en Syrie et dans les pays voisins. C'est pour ça que je me permets de faire cette remarque. Merci. M. Kuckelbergs, vous voulez ajouter quelque chose sur le sujet? Je crois que tout vient d'être dit. Oui. Bien sûr, écoute, ça a été un exposé bien évident. La seule chose que je pourrais peut-être ajouter, c'est qu'il y a là, quand on parle de terrorisme, et surtout parlons d'extrême droite, d'extrémisme, vous savez, quand on a fait Brendon comme je l'ai fait, et j'ai en fait toute la rénovation de Brendon. Vous allez vous demander ce que Brendon vient foutre là-dedans. Ben, vous allez le comprendre immédiatement. Il y a eu, Brendon n'a existé que parce qu'il y a une partie de la population qui, est-ce que c'est génétique ou pas, se comporte et se transforme comme la pire des brutes et des assassins. Les milliers de morts, ou dans d'autres cas, les quelques victimes martyrisées sont des symboles de cet extrémisme contre lequel je ne sais pas s'il y a génétiquement une possibilité de donner une drogue ou un médicament qui pourrait transformer les gens en des gens un peu normaux et qui savent vivre sans le voir autour d'eux des gens en train de mourir et martyrisés. Il y a là un phénomène devant lequel je m'incline. Je suis toujours personnellement, qu'est-ce que vous voulez dire, nous avons une, comme l'a dit mon ami Baron Brodsky, moi je suis simplement pour la politique de la main tendue. Je respecte, et nous respectons, et
étant en contact très étroit avec la sûreté, bien sûr, ben, ça, ce sont les traditions de la guerre. Nous respectons beaucoup de monde. Mais cet extrémisme qui se manifeste chez certaines personnes, je vais vous donner un exemple. Je me vois toujours à Bredonk où il y a un des SS, je ne l'ai pas vu, j'étais parti heureusement, mais des amis à moi me l'ont raconté, un SS flamand, ben, c'est pas parce qu'il était flamand, c'était un SS qui avait été converti, pris dans le système, qui a démoli un type et puis a dansé dessus. Hein? Et la victime sur laquelle on dansait, c'était simplement le substitut du procureur du roi d'Anvers, dont la femme a d'ailleurs été après administrateur de Bredonk. Comment on peut arriver à ce degré de violence, je ne sais pas. Je ne sais que répondre à une chose, comme le dit mon ami Brocchi, j'ose l'appeler mon ami parce qu'il a recueilli toute mon admiration dans beaucoup de choses. La politique de la main tendue, je ne suis pas d'accord avec toi, ou toi tu n'es pas d'accord avec moi, mais allons quand même boire un whisky ensemble. Ça, c'était l'époque où je buvais le whisky. Alors, je m'excuse, ça arrive aussi à certaines personnes. J'ai bu beaucoup de whisky dans ma vie. Maintenant, c'est fini, terminé, suivant prescription médicale. Ma thèse est, buvons un verre de bière, buvons du whisky, donnons-nous la main. Ben, ça, c'est finalement l'avenir de la Terre, l'avenir de ce qui peut nous attendre. Le réchauffement climatique attend beaucoup de choses, hein, des futurs résistants, à tous les points de vue. Mais je m'excuse, je pars ici, je vais vous donner un cours de physique, mais ça, c'est pas bon. Allez, à bientôt. Peut-être pas tout à fait l'idée. Voilà, zijn er nog andere vragen? Oui, monsieur, dites-moi, meneer. Merci pour la parole. Je parle ici au nom, en somme, aussi de mes sœurs. Je suis un enfant de la deuxième génération. Ik ben een kind van de tweede generatie. Samen met mijn zusters hier aanwezig. Mijn vader heeft hier ook getuigenissen gedaan. Twee zaken dat ik wil zeggen. Een antwoord dat misschien enigszins van dienst kan zijn op de vraag van extreem rechts. Ik was onlangs als voorzitter van de vriendenkring Buchenwald-Dora op het internationale conferentie in Buchenwald. En zoals meneer daar straks zegde, daar in de Länder zijn daar de fondsen geblokkeerd geweest die worden gegeven aan de Memorial Buchenwald. Mais dat is in het buitenland. Ça c'est à l'étranger, entre guillemets, en Europe. Mais ici en Belgique aussi, il y a des problèmes qui se posent sur l'extrême droite. Ook in België moeten we dat inzien, dat er problemen zijn met uiterst rechts. En velen onder ons sluiten onze ogen. Want als ik dan zie dat verleden jaar, tijdens de ceremonie in Breendonk, waar dat, mijn vader ook aanwezig was, en zijn maag bijna is beginnen draaien, omdat een van de politici van een zogezegde democratische partij in naam van het Vlaams parlement bloemen neerlegt. En diezelfde politici verklaart dan dat de basiszorgen aan de illegalen niet mogen gegeven worden. Dan stel ik me de vraag, zijn die illegalen, zijn dat dan ook geen mensen? Want tenslotte, dat is hetgeen dat bijvoorbeeld ook in de kampen is gebeurd. Hè. Daar waren mensen onder elkaar en iedereen was daar solidair. Dus ik denk dat men ons niet moet focussen alleen op Syrië, maar hier is ook een sluipend gif aanwezig. Ja, bedankt. Dat wou ik alleen maar zeggen. Inderdaad, men kan ook bij ons voor onze drempel borstelen soms. Bedankt. Oui, madame. Ja, mevrouw. Ik denk dat ik als vroegere leerkracht geschiedenis, vooraleer ik aan meneer Koekelberg een vraag stel, even toch wel
een conclusie meegeven die zeer belangrijk is en die ik altijd in mijn lessen geschiedenis meegaf. Want als je alle geschiedenisboeken vanaf het begin van de mensheid tot nu leest, dan heb je één conclusie. De geschiedenis leert de mens dat de geschiedenis hem eigenlijk niks leert. En ik denk dat dat zeer belangrijk is. Want ik probeer, en wij proberen allemaal, aan onze kleinkinderen de geschiedenis, in dit geval van mijn vader, door te geven en van zijn generatie. En ik denk dat we daar niet mogen mee stoppen. En dat we vooral op wereldniveau daaraan moeten werken. Nu mijn vraag aan meneer Koekelberg is het volgende. Ik meen begrepen te hebben dat u in Breendonk heeft gezeten als gevangene. Nu is mijn vraag, daarna vertelde u, ik was in het verzet daarna. Dan stel ik de vraag, hoe lang heeft u in Breendonk gevangen gezeten? En waarom heeft men u vrijgelaten? Ja, bij bevrijding van Breendonk is een kans. In werkelijkheid, waarom ben ik in Breendonk geweest? U moet naar de oorzaak gaan. Dat betekent gedurende een manifestatie in Mons. Dat was juist in augustus 41. Ik was, gedurende in de weken, ik weet niet juist, maar ik heb iets vergeten bij mijn ouders. En ik vernam dat de Rexisten, in die tijd de Rexisten waren de Waalse collaborateurs. En in die Rexisten waren ik zal zeggen, van vrienden, vrienden die ik gekend had. En die door ideaal vermisten was de strijd tegen de communisten. Dat was een beetje na de operatie Barbarossa. En dan automatisch voor mij, dat was onmogelijk. Het programma was het volgende: defileren in de stad Bergen. In een zwarte uniform met een geweer op de schouder. Mijn reactie, dat is onmogelijk. Gaan vechten met de vijand en zo. Ik begrijp dat was een normale reactie, automatisch. Ik heb nogal vele vrienden. Heb ik zeer snel, bijna zonder grote voorbereiding, een tegenmanifestatie georganiseerd. En bij het begin van het défilé waren we met een tiental en zo. En onmiddellijk ik zal bijna zeggen, anderen, Bergenaren, ik weet niet als men van Bergenaren, motor in het kwamen enzovoort. En in een tegenmanifestatie. En ik heb ze gevolgd tot bij de station van Bergen, waarvan ze naar Brussel vertrokken. En ik had bijna gedaan. En plotseling zijn 2 gendarmen bij mij gekomen. Ja, onder de leiding van een collaborateur die mij aangeduid hebben als een goede object om opgepakt te worden. En dan Breendonk. Ik zal de detail, nog Mons. Gedurende 2 dagen, 3 dagen. Ik zal niet de detail van de recepties spreken. En voor mij, ik was zeker de jongste. Dat betekent, ik heb in alle gevallen, ik heb veel minder slagen gekregen dan de anderen enzovoort. Wanneer ze bij mij komen, waren ze moe. Om te vechten en te slagen. En wij werden veroordeeld. De veldgendarmerie van Mons, tot een verblijf van 1 maand in Breendonk.
En we zijn vertrokken in camion naar Brendong. We zijn in Brendong, ik weet niet wanneer, maar dat zou in achter zijn, in augustus 41 gekomen. Hè. Onvangs onmogelijk. Gedurende 10 uur stokstijf tegen dus het beton, de betonmuur enzovoort. Bon, ja, en zo, gedurende 1 maand, we waren noir, speciaal noir als speciale terroristen aangeduid. Niet aan te zeggen. Wij hadden nu eens een karretje die wij moesten duwen en daarop hadden ze geschilderd, hoe noem je dat? In het Frans, ik kan dat zeggen, la faucille le marteau. De communist, hè. En een eenman tip, dat is dat was de Duitse administratie. De veldgendarmerie had me veroordeeld en eenman tip na 30 dagen op straat waren verworpen. Wij hadden dus onze, in het Frans, ik zeg dat, notre condamnation pour la Chantaine. Et là, j'ai été libéré. En als ik zeg in het Nederlands, dan voor mij 1 maand recuperatie nodig. De andere zijn, ja, dat was heel slecht. Je hebt een foto gezien. En na de recuperatie terug naar leven. En voor mij, dat was de tijd van de wraak was gekomen. Voilà. Dat zijn de omstandigheden die kunnen verklaren hoe en waarom ik nog levende ben hier in die vergadering. Voilà. Bedankt. Dus ik dank dat aan de veldgendarme. Zijn er nog vragen? Avez-vous encore quelques questions? Ja, oui, dites-moi. Il faut appuyer sur le petit bouton rouge, je moet duwen op die rode knopje, denk ik. Voilà, prima. Ja. De Tweede Wereldoorlog wordt afgeschilderd als een hele donkere periode, wat het ongetwijfeld ook was. Maar was er tussendoor ook nog tijd voor verjaardagen of bruiloften, communiefeesten? Of was dat allemaal gewoon passé? Ik heb het niet gehoord. Oh mijn god. Ik heb het nog niet gehoord, zeg maar. Ja, het was een zeer donkere periode ongetwijfeld, maar was er tussendoor ook nog tijd voor verjaardagen of communiefeesten of liep dat allemaal gewoon voorbij? U bedoelt tijdens de bezetting? Tijdens de oorlog, ja. Ja, tijdens tijdens de oorlog was er nog een normale leven mogelijk eindelijk. Ik was er niet, hè. Ik lijk misschien oud te zijn, maar zo oud niet. Ik zal hem vragen. Durant la guerre, gedurende de oorlog, was het nog mogelijk een gewone leven te leven? Ja, zeker iedereen. Ja, zeker. Ja, wat noemt me het gewone leven? Verjaardag vieren, feestjes. Nou ja, soms. zeker. We moesten het beste doen. Hè. Vermits het grote probleem bestond erin niet opgetrapt worden. Punt aan de lijn. En dan, dat was de reden waarom als student. Ik was een officiële student. Hè? Ja. Met, in 42 en gedurende 3 jaar was ik 2 à 3 à 4 keer per week aanwezig in de cursus. Hè? Met de akkoord van de professor en andere vrienden. Dus iedereen moest officieel aanwezig zijn. En dan was het mogelijk zijn een normale leven uit te oefenen. Maar dat betekent dat hangt een beetje af van de betekenis van een gewone leven. Hè? Ja, het spreekt vanzelf dat als wij begonnen, waren al degenen die deden aan de sluikspers. Maar dat was heel gevaarlijk. Hè? Maar dat was de weerstand, het verzet. Het is Verzetten in een gewone leven.
Het is een gewone leven in een bezette land met beperkte vrijheid, met natuurlijk aan het eind van de oorlog geen kool om uw huis te verwarmen, veel minder te eten te krijgen, ransonering enzovoort enzovoort. Zo gewoon was het niet. Ik heb gezegd, hè, voorbij. 80% van de Belgen waren verzetters. 80. Maar ja, de grote verzetter, de kleinere zoveel enzovoort. Allee, als in vele VZW hebt u de leden, de sympathisanten enzovoort. Hè? En men moet in die categorie blijven. Punt aan de lijn. Hè? En dan in het gewone leven hebben. Voilà, dat is wat men noemt de weerstand. Maar dat bestaat nog, hè? Allee, ik denk, ik heb vele vrienden in ik spreek niet van die vrienden, maar allee, denk, de terroristen, de geradicaliseerd, ze bestaan, hè? En zeker die niet opgetrapt zijn, dat betekent dat ze in het gewone leven leven. Dat is het probleem, hè? En dat is nu het probleem van de inlichtingendienst enzovoort. Identificeren diegenen die in het gewone leven en die toch gevaarlijk zijn. Merci. Oui, la notion de terroriste n'est pas inintéressante. Hein. On est toujours le terroriste de quelqu'un. Hein. Lui était considéré comme par l'occupant comme un terroriste. La population juive, selon les nazis, était un danger pour elle. C'était finalement des terroristes qu'il fallait éradiquer. Pour rappel, le plus jeune terroriste juif qui a été déporté de Belgique à 18 mois. Hein. La notion de terroriste est parfois très, très, très relative, n'est-ce pas? Donc voilà. Quelqu'un avait encore une petite question, je pense, là, non? Ou il l'a oublié, il l'a perdu? Oui, oui. Dites-nous. Zeg-maar. Hier krijg je een micro. C'était concernant en fait ce dont on a parlé il y a peu de temps en histoire avec notre prof qui est ici présent. On a parlé un peu de la potentielle seconde guerre froide qui peut avoir lieu dans l'actualité. Et je voulais un peu l'avis d'une personne qui a vécu un peu la première, voir un peu ce qu'il pense de ce qui se passe actuellement dans le monde. Enfin, je ne sais pas si ma question est claire en fait. Je peux peut-être essayer de formuler autrement si vous le désirez. Non, ça me semble raisonnablement clair. Donc je suppose que vous faites allusion au fait que Poutine vient de prêter serment, vient d'être réélu, que les rapports entre l'OTAN et l'ex-URSS, la Fédération de Russie, n'ont jamais été aussi mauvais que de nos jours, qu'effectivement nous avons des néofascismes qui se créent un peu partout, ou en tout cas des États qui ont des apparences démocratiques mais qui n'en ont que le vernis. Alors, le problème, moi je suis historien, donc je répondrai que de toute façon l'histoire peut se répéter éventuellement, mais il n'y a pas de leçon à en tirer parce que ce n'est pas une science, l'histoire. Nous ne revivrons plus jamais la guerre froide parce que tout simplement le bloc de l'Est ne reconnaîtra plus jamais de ses cendres tel qu'il a été. Le pacte de Varsovie probablement ne renaîtra plus, même certainement. Donc voilà, quant à savoir s'il y aura une nouvelle guerre froide, je pense qu'hélas je n'ai pas ma boule de cristal. Seul l'avenir nous le dira. Songez quand même qu'il y a 6 semaines, en gros, on était à 2 doigts de l'apocalypse nucléaire entre la Corée et Trump. Et en gros, demain, ils vont serrer la pince et ils vont aller boire une bière ensemble. Donc c'est vrai que le monde n'a pas l'air de tourner très très rond pour l'instant. Donc bien difficile de dire de quoi il adviendra demain, je pense. Hein. Voilà, je pense que nous... Ah, Monsieur Brottier va rajouter un petit mot, je vous en prie. Si on arrive à la fin ou... Doucement, tout à fait, oui. Parce qu'alors, je voudrais juste parler de quelqu'un que les jeunes connaissent probablement. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Donc, je voulais parler de quelqu'un que les jeunes connaissent probablement, c'est Anne Frank. Vous avez entendu parler du journal d'Anne Frank. Anne Frank... En fait, elle a été cachée comme moi avec ses parents. Mais elle n'a pas eu ma chance. Elle a été
probablement ses parents et elle, dénoncé quelques semaines avant l'armistice. Anne Frank est née en 1929. Elle a donc 11 ans quand la guerre commence. Elle est cachée avec ses parents en Hollande et tout se passe bien jusque quelques semaines avant l'armistice. Déjà, les Américains avancent vite, ont déjà reconquis une partie de l'Europe, etc. Et puis, la Gestapo les prend, son père, sa mère et elle. Tous les trois sont déportés dans un camp qui, je pense, de mémoire est Auschwitz. Puis, sa mère et elle, son père reste à Auschwitz et sa mère et elle vont dans un autre camp qu'on appelle Treblinka. Et là, elle va attraper le typhus. Et elle meurt à l'âge de 15 ans, qui est donc l'âge plus ou moins moyen de tous les jeunes qui sont ici aujourd'hui. Elle meurt à l'âge de 15 ans, quelques jours avant que les troupes américaines ne pénètrent dans le camp et délivrent tous les prisonniers affamés, squelettiques, encore vivants. Voilà, c'était un peu ce que je voulais dire comme complément d'information, peut-être pour clôturer cette séance, si vous estimez que nous la clôturons maintenant. C'est vous qui décidez. Bien. Je pense qu'il est effectivement un peu très l'heure. D'autre part, certains d'entre vous doivent rentrer plus ou moins loin de Brussel. Dus ik denk dat men zal hier afsluiten, aangezien dat sommige onder jullie moeten nog terugkeren naar huis en voor sommigen is het redelijk ver. Het besluit is eindelijk gemakkelijk. Iedereen kan zich verzetten, iedereen kan in de weerstand inspringen. Donc je pense que la conclusion est assez simple. Chacun peut résister à sa manière, à sa façon. C'est un simple acte individuel de s'élever contre ce qui M. Kuckelbergs lui disait, il faut tendre la main. Il faut surtout s'élever contre l'intolérance, contre l'antisémitisme, contre tout le reste, contre le fascisme contemporain et rampant. Et je pense que vous êtes chacun à même, via l'enseignement, parce que grâce au fait que vous vivez dans une société démocratique, parce que vous avez été éduqué dans cette chance-là, vous êtes à même de vous élever et de raisonnablement dire, voilà, je ne suis pas d'accord et je le fais savoir et j'entre en résistance. Dus iedereen kan vrijblijvend in de weerstand inspringen om zijn idee te verdedigen tegen racisme, tegen antisemitisme, tegen fascismus en so on. Voilà, je vous remercie tous de votre attention. Je remercie avant toute chose M. Kuckelbergs et M. Brocchi de leurs extraordinaires témoignages. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Dus ik bedank meneer Brocchi en meneer Kuckelbergs voor hun aanwezigheid. En ik wens jullie allemaal een goede terugkeer naar huis. En een fijne namiddag. Bedankt.